Bonjour à tous, et il est maintenant 14 heures, nous allons commencer. Bienvenue au webinaire intitulé « Clarifier les rôles de la santé publique pour la promotion de la santé mentale et du mieux-être mental des populations ». Je m'appelle Mylène Maguire et je m'occuperai du soutien technique tout au long du webinaire. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à m'écrire dans la boîte de conversation. Nous utiliserons uniquement le système de téléconférence téléphonique pour la communication audio entre les participants. Alors, s'il vous plaît, si ce n'est déjà fait, veuillez composer le numéro qui est à l'écran et d'entrer le code de conférence suivi du numéro qui est à l'écran. Pendant toute la présentation, vous pouvez écrire vos questions dans la boîte de conversation et il y aura une période de questions dans à peu près 20 minutes. Donc, prenez note aussi que l'enregistrement du webinaire ainsi que la présentation PowerPoint seront rendues disponibles après le webinaire. Merci. Et maintenant, je passe le micro à ma collègue Pascale Mantoura. Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer d'avancer la diapo. Voilà. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mon nom est Pascale Mantoura. Je suis conseillère scientifique au Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Je suis vraiment très heureuse aussi de pouvoir accueillir aujourd'hui Shanna Cadix et Dr Penny Sutcliffe de Santé publique Sudbury District. Nous allons nous partager la présentation de ce webinaire. Donc, je vais commencer par vous présenter les rôles de la santé publique pour la promotion de santé mentale et mieux-être mental des populations tels qu'ils émergent d'un forum dont je vais vous parler. Et par la suite, les collègues de Sudbury présenteront le processus qu'ils ont mis en place pour intégrer une perspective de santé mentale des populations dans leur programmation. Donc, comme Mylène le disait, je présenterai pour environ 20 minutes, mais une fois que j'aurai aussi présenté l'introduction sur cette série de webinaires, donc environ 25 minutes, nous aurons un petit moment de questions très bref pour ensuite poursuivre avec la présentation de nos collègues de Sudbury, suivi d'une période de questions sur la présentation de Sudbury, et nous nous retrouverons pour un échange commun en conclusion pour encore une dizaine de minutes. Voilà. Donc, la séance, comme l'a dit Mylène, est enregistrée à des fins pédagogiques. Vous allez trouver l'enregistrement sur le portail des membres des médecins de santé publique du Canada, ainsi que sur le site du CCNPPS. Les membres de comité de planification n'ont pas de conflit d'intérêt à déclarer. Les présentatrices aujourd'hui n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer. Le président du comité de planification a examiné les diapositives. Vous pouvez également bénéficier de crédits de formation continue si vous êtes inscrit à la séance et que vous y assistez. Un certificat va vous être envoyé par courrier électronique dans un délai de 2 semaines. Si vous n'êtes pas inscrit, par contre, assurez-vous de remplir le sondage post-événement qui se situe à la toute fin des diapositives pour demander votre certificat. J'en profite pour vous demander à tous et vous remercier d'avance de bien vouloir remplir ce sondage à la toute fin des diapos parce que nous les utilisons pour des processus d'évaluation et d'amélioration continue de nos interventions. Je suis désolée, certaines diapositives semblent être légèrement décalées à cause de la plateforme sur laquelle nous sommes. Donc voilà, ici vous deviez avoir le mot contexte qui devait apparaître. Un peu de contexte donc sur cette série de webinaires. En fait, il y a eu des compétences minimales pour les médecins hygiénistes qui ont été identifiées. Le projet a été financé par l'Agence de santé publique du Canada. Et les centres de collaboration nationale en santé publique s'associent à l'Agence de santé publique pour offrir des webinaires dans le but justement de promouvoir cet ensemble de compétences. Et les webinaires sont basés sur des besoins qui ont été identifiés par les médecins et résidents. Et en l'occurrence, la nécessité de développer des compétences en santé mentale des populations avait été identifiée comme un de ces besoins. Et c'est dans ce contexte-là que le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé s'associe aux médecins de santé publique pour ce dernier webinaire de la série de 2019. Donc, le public cible de cette série de webinaires, en priorité, est adressé aux médecins de santé publique et à l'ensemble des médecins qui œuvrent en association ou en lien avec la santé publique, mais
Bien sûr, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir aussi aujourd'hui l'ensemble des acteurs de santé publique et de la main-d'œuvre globale de santé publique qui est amenée à intervenir en santé mentale des populations et qui est intéressée par la clarification des rôles de la santé publique en matière de santé mentale des populations. Alors, les centres de collaboration en santé publique sont au nombre de 6. Ils sont financés par l'Agence de santé publique du Canada. Ils partagent tous un mandat commun qui est celui de soutenir les acteurs de santé publique à travers le Canada, chacun dans un domaine d'expertise particulier. Le Centre de collaboration sur les politiques publiques et la santé offre le webinaire, comme je disais aujourd'hui, offre une expertise aussi particulière en matière de soutien aux acteurs de santé publique en lien avec leur travail sur les politiques publiques favorables à la santé, et aussi développe le projet de santé mentale des populations depuis 2013 et agit également à titre de soutien scientifique auprès des 6 centres de collaboration lorsqu'il est question de développer des projets communs en santé mentale des populations. Et le projet que je vous présente aujourd'hui, essentiellement le forum dont je vais vous parler, est un de ces projets de collaboration qui relève de l'action des 6 centres en collaboration. Donc l'objectif aujourd'hui est vraiment de connaître le contexte et les processus qui ont mené à la clarification des rôles de la santé publique en promotion de la santé mentale et du mieux-être mental des populations, d'identifier ces rôles et de comprendre le processus qui a mené à l'intégration d'une perspective de santé mentale des populations dans un contexte pratique de santé publique qui est celui qui nous sera présenté par les collègues de Sudbury. Je vous présente quelques-uns des résultats que vous avez partagés avec nous lorsque vous avez répondu, lorsque vous vous êtes inscrit et répondu au sondage d'inscription. Donc, vous voyez que vous êtes en majorité du Québec, mais aussi de l'extérieur du Canada, du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario. Vous avez mentionné avoir majoritairement un niveau de connaissance intermédiaire en matière de promotion de santé mentale et mieux-être mental. Je voudrais simplement dire tout de suite que, quand même, on remarque que certains s'identifient comme ayant un niveau bas. Le webinaire d'aujourd'hui portera essentiellement sur les rôles de la santé publique. Peut-être que nous irons un peu rapidement sur les bases de la santé mentale des populations. En fait, nous ne l'aborderons pas vraiment, mais simplement mentionnerons certains aspects. Donc, je vous invite à communiquer avec moi au besoin si vous trouvez que certaines choses vont peut-être un peu trop vite ou ne sont pas suffisamment développées. Je suis vraiment intéressée à communiquer avec vous et à répondre à vos questions, à préciser les choses dont vous aurez besoin et à offrir éventuellement des ressources supplémentaires. Donc, si on regarde un peu ce que vous avez répondu, on voit qu'en majorité, vous identifiez vos titres d'emploi dans une section qui est autre, en fait, qui est différente des catégories qui étaient présentées, je pense bien. Donc, vous avez ici un aperçu des différentes catégories d'emploi identifiées. En seconde catégorie viennent les médecins, ensuite les gestionnaires coordonnateurs de programmes, les analystes conseillers politiques et ainsi de suite, pour vous donner un peu une idée des gens qui sont présents aujourd'hui. J'ai également regardé les réponses que vous aviez données lorsqu'on vous a demandé quels étaient les domaines dans lesquels vous étiez en train de travailler en ce moment en lien avec une perspective d'intégration de la santé mentale en santé publique. Et je me suis permis de les catégoriser. Et je trouve intéressant de voir que la majorité réellement est dans une perspective de promotion de santé mentale et mieux-être mental. Donc vous voyez là des domaines de travail qui sont de l'ordre de l'action sur les politiques publiques et les environnements de vie, le lien avec le développement des communautés, l'approche et la responsabilité populationnelle, etc. Donc je vous laisse regarder ça. Et nous avons également certaines personnes qui agissent davantage en prévention des troubles, des abus de substances et du suicide, et aussi en matière de rétablissement. Donc, allons-y avec le début de la présentation. Un peu de contexte. Donc, pourquoi avons-nous clarifié les rôles de la santé publique dans ce domaine? Donc, vous avez tous sûrement entendu parler de ce changement de paradigme en matière de santé mentale. L'idée étant que nous comprenons qu'il ne soit plus suffisant d'agir uniquement au niveau du traitement ou de la prévention des troubles pour améliorer la santé mentale de la population et qu'il est vraiment nécessaire d'agir en amont, dans une perspective sociétale, dans une perspective de promotion de la santé qui soit plus universelle et qui permette de cibler l'ensemble de la population afin d'améliorer la santé mentale.
Donc, on voit vraiment qu'on part d'une perspective où le jeu est mis de l'avant, donc une perspective individuelle, biomédicale, vers une perspective où c'est vraiment le nous qui prend de l'importance. Et vous verrez que ce nous va nous guider pendant la présentation. Et sans ce nous, il est difficile de parler d'une perspective d'intégration de santé mentale. Et lorsqu'on parle de ce nous, on va parler de tout ce qui concerne l'inclusion sociale, le sentiment d'appartenance, la qualité, la quantité de relations sociales. On se rend compte que lorsqu'on se soucie d'intégrer une perspective de santé mentale, c'est de ça qu'il est question, c'est ce qui va nous intéresser et c'est ce qui permet de guider l'action dans un souci de promotion de santé mentale populationnelle. Donc, très rapidement ici, je vous présente ça simplement pour indiquer que la promotion de la santé mentale se situe vraiment dans le champ général de la promotion de la santé. On est dans une perspective de salutogénèse. On utilise les mécanismes, les approches, les champs de compétences essentiels de la promotion de la santé de façon à promouvoir de façon universelle les facteurs de protection pour la santé mentale et réduire les facteurs de risque tout au long de la trajectoire de vie et bien sûr dans une perspective de réduction des inégalités de santé. Alors un rapide rappel, donc les fondements de l'approche, on voit ici l'idée de la santé mentale qui est au-delà de l'absence de maladie, donc on retrouve le double continuum de Keyes que vous reconnaissez sans doute. On est dans une approche d'action sur les déterminants sociaux de la santé mentale et d'équité sur l'ensemble de la trajectoire de vie. On se retrouve dans une perspective où, pour promouvoir la santé mentale, on réfère essentiellement à la Charte d'Ottawa et à toutes ces approches et principes d'action. Donc, une perspective socio-écologique, mais essentiellement, et on en parlera beaucoup, les mécanismes d'action de renforcement des capacités, de développement des capacités, d'action participative et visant l'autonomisation, l'empowerment. Et enfin, on est dans une perspective holistique, où il n'y a pas de santé sans santé mentale, et on met de l'avant l'idée d'une perspective holistique lorsqu'on considère la santé de façon globale et les individus de façon beaucoup plus entière. Donc, on voit cette mouvance-là, cet intérêt pour une action en amont pour la santé mentale se manifester très visiblement au niveau international, au Canada également, qui est d'ailleurs un des pays leaders dans ce domaine. Et c'est dans ce contexte que l'action de santé publique dans ce domaine devient de plus en plus évidente. Les acteurs de santé publique sont de plus en plus sollicités pour cette action. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a déjà énormément de travail qui est fait en santé publique en matière de promotion de santé mentale, mais que ce travail n'est pas nécessairement nommé de la sorte. Il n'a pas nécessairement l'appellation de la promotion de santé mentale, et ça, nous y reviendrons un peu plus tard. Et dans ce contexte-là, on remarque aussi que les acteurs identifient un certain nombre de besoins pour soutenir leur action. Et parmi ces besoins qui ont été identifiés, la clarification des rôles venait en avant comme un des besoins principaux. C'est donc dans ce contexte-là que les centres de collaboration, comme je vous le disais tout à l'heure, les 6 centres, ont organisé un événement, un forum, dans la perspective essentiellement de clarifier les rôles de la santé publique en matière de santé mentale des populations, donc de promotion de santé mentale et mieux-être mental. Ils ont fait ce travail avec 4 organisations avec lesquelles ils se sont associés, l'Agence de santé publique du Canada, la Commission de santé mentale du Canada, le Centre de toxicomanie et de santé mentale, donc CAMH, et l'Association canadienne de santé mentale. Une gorgée d'eau. Et donc, aussi, ce qui est très important à mentionner, l'organisation de l'événement suivait une approche à 2 yeux, sightseeing en anglais. En fait, nous cherchions réellement à soutenir, à clarifier, à discuter les rôles de la santé publique dans une perspective où ceci allait être alimenté autant par la perspective de la promotion de santé mentale dans le domaine plus général, et surtout par l'énorme expertise qu'on retrouve dans les cadres de mieux-être mental autochtones. Donc on voulait réellement pouvoir informer les rôles de la santé publique à travers ces 2 visions, dans une perspective justement que ces rôles-là puissent favoriser la promotion de santé mentale et du mieux-être mental des populations pour l'ensemble de la population. Donc nous construisons sur l'expertise de l'ensemble des participants présents, de santé publique, de santé mentale, d'organisations autochtones, des Premières Nations, Inuits et Métis, tous experts dans le domaine, et nous bâtissions sur cette expertise partagée pour nourrir les rôles de la santé publique dans ce domaine-là.
Donc, nous avons posé essentiellement 2 questions aux acteurs qui étaient présents ce jour-là. Nous leur avons demandé, de la perspective de votre contexte de pratique, contexte géographique ou votre expérience et expertise, quels sont les rôles clés, fonctions ou actions spécifiques que les acteurs de santé publique à différents niveaux doivent jouer ou réaliser pour intégrer et généraliser la promotion de santé mentale et mieux-être mental au sein de leur pratique. Et de quoi a-t-on besoin pour soutenir la santé publique pour le travail en promotion de santé mentale et mieux-être mental en matière d'habilité de savoir et de connaissance, système politique, structure d'implantation, sciences et paradigmes de recherche. Les acteurs présents ont écrit des notes sur des feuilles tableaux. Nous avons pris l'ensemble de ces travaux, nous en avons fait une analyse qualitative, nous avons mis ces documents en lien avec des cadres de compétences pertinents et nous développons un document qui sera disponible cette année. Et c'est des grandes lignes de ce document que je vous présente aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de ces rôles pour la santé publique en matière de promotion de santé mentale et mieux-être mental, je pense que lorsque vous regardez cette diapo, vous devez certainement reconnaître les rôles qui sont présents. Ce sont des rôles connus de la santé publique. Et c'est important de mentionner ça immédiatement parce que c'est le premier constat qui est fait. Lorsqu'on parle d'une perspective d'intégration de santé mentale, on ne parle pas de réinventer la roue. On parle réellement de tabler, de miser sur l'expertise qui est présente et sur le travail actuel de la santé publique et sur l'ensemble des rôles que développe déjà la santé publique dans son action générale. Mais certainement, ces rôles vont être nuancés, modifiés, caractérisés spécifiquement en lien avec la santé mentale. Donc, oui, ils sont connus, mais avec certains ajouts, certaines modifications. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ici, dans cette diapo, je veux simplement attirer votre attention sur 2 choses. La première étant que, comme je vous le disais, on n'est pas en train de réinventer la roue, il ne s'agit pas de travail fondamentalement nouveau. Il s'agit d'un processus d'intégration de la santé mentale à l'ensemble des actions connues de programmation de la santé publique, donc à travers les différentes étapes de mesure et d'analyse situationnelle, de planification, de mise en œuvre et d'évaluation. Et je voudrais également attirer votre attention sur le fait que le terme « soutenir le changement » revient continuellement dans les différents rôles. Et c'est pour souligner la forte présence du champ de la promotion de la santé. Vous reconnaissez que l'idée de soutenir le changement est une des compétences clés de promotion de la santé, donc toute la perspective, toute l'idée au-delà de miser des outcomes de santé mentale, au-delà de viser simplement d'améliorer les résultats en matière d'état de santé mentale, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est à travers l'ensemble des interventions que nous faisons, de les faire à travers des mécanismes, des processus qui permettent réellement d'augmenter le contrôle qu'exercent les individus et les communautés sur leurs conditions de vie, fondamentalement sur les conditions qui vont affecter leur santé mentale. Donc c'est dans cette perspective essentielle que nous nous trouvons. Donc quand on regarde le premier rôle de co-leadership, d'action politique et de soutien au changement, il y a 2 grandes caractéristiques qui ressortent des échanges au forum. Et j'ai repris les termes utilisés par les acteurs au forum à travers les verbatims que je codais pour les caractériser. Donc le premier est l'idée de perturbateur intentionnel et positif en faveur du changement de paradigme. Le second est l'idée du courage institutionnel et moral pour un changement dans les paradigmes structurels. Alors quand on regarde la première caractéristique, donc agir en tant que perturbateur en faveur d'un changement de paradigme, c'est vraiment toute l'idée du rôle de la santé publique d'agir en tant que mobilisateur, facilitateur d'action politique en faveur d'une action en amont pour la santé mentale, d'une action sur les déterminants sociaux de la santé mentale, d'une action sur la réduction des inégalités sociales, parce qu'on sait combien forts sont les liens entre les outcomes de santé mentale et les inégalités sociales. On va parler d'un rôle en matière de langage et de vision partagée. Donc très rapidement, lorsqu'on parle de langage partagé, vous ne vous doutez pas que lorsqu'on parle de santé mentale, la tendance est toujours de référer plutôt aux troubles mentaux qu'à la santé mentale positive. Alors d'une part, on veut tendre vers un langage qui ait une connotation positive pour la santé mentale, et d'autre part, dans le grand travail de mobilisation des acteurs sectoriels, qui, comme vous vous en doutez, est absolument indispensable dans ce travail,
il est nécessaire de pouvoir mobiliser les différents langages propres aux différents secteurs qui détiennent les leviers d'action en majorité sur ce travail de promotion de santé mentale, mais pour lesquels la terminologie de la santé mentale peut ne pas être très parlante, et donc il va falloir arriver à maîtriser les langages sectoriels dans une perspective de mobilisation en fonction d'une collaboration et d'une intersectorialité en faveur de la santé mentale. Les acteurs au forum ont aussi parlé de l'idée d'un espace éthique. Et là, c'est avec beaucoup d'humilité que je vais me situer en tant que porte-parole pour ces propos qui ont été essentiellement amenés par nos partenaires des différentes communautés autochtones qui étaient présents. Alors, l'idée est ici de créer un espace de dialogue, un espace de validation, un espace à l'intérieur duquel il est possible d'écouter et d'apprendre des cadres autochtones, de l'expertise présente dans les processus et les méthodologies et les façons de faire des communautés autochtones avec lesquelles la santé publique est en interaction, et surtout de tenter d'informer les actions de santé publique en partenariat avec les communautés avec lesquelles la santé publique interagit. Il a aussi été question d'agir en tant qu'allié en faveur du mieux-être mental des communautés autochtones. Donc là, nous avons la perspective de soutenir les processus, les méthodologies, les savoirs dans une perspective d'autodétermination en faveur du mieux-être mental des communautés autochtones. Et enfin, il a été identifié de mettre en place une direction stratégique basée sur l'espoir, l'appartenance, le sens et le but. Et là, lorsqu'on parle d'espoir, d'appartenance, de sens et de but, on se trouve, ce sont les 4 directions qui sont proposées par le cadre du continuum des Premières Nations, de Santé Canada et de l'Assemblée des Premières Nations. J'aimerais vous donner un peu de contexte. Lorsqu'on parle de santé mentale en général, on comprend très bien que la santé mentale est le produit des interactions entre les individus et leur milieu de vie, leur contexte de vie tout au long de la trajectoire de vie. Et donc, on comprend que l'ensemble des déterminants sociaux de la santé sont pertinents. Et il devient très utile à ce moment-là d'essayer de trouver les déterminants clés, les orientations qui vont permettre de mieux orienter la démarche, l'action qu'on tente de mener. Et cet exercice a été réalisé par différents travaux. Et lorsqu'on les compare, que ce soit les travaux australiens de Kelleher et Armstrong, que ce soit Friedley pour ses travaux à l'OMS, que ce soit Coggins dans leurs ressources sur l'évaluation d'impact du bien-être mental, ou les Américains du Prevention Institute, Cohen et al., on se rend compte qu'il y a des dimensions communes et que lorsqu'on parle de santé mentale, ce qui est très important, ce qui nous oriente, ce sont les dimensions qui sont propres à l'inclusion sociale, à l'absence de discrimination et de violence, au statut ou à la position sociale, mais en ce qu'ils permettent de respect et de dignité humaine. On parle fondamentalement des connexions, le sentiment d'appartenance, de la possibilité de participer et d'être inclus et d'exercer un contrôle sur sa vie. Ce sont les orientations qui mènent ce qu'on cherche à mettre en place. Et donc, au forum, il y a eu une entente pour situer l'espoir, le sentiment et l'appartenance, le sentiment d'appartenance, le sens et le but comme orientation qui permettrait de guider nos actions de santé publique dans ce domaine. Si on regarde le deuxième élément, donc le courage institutionnel et moral pour le changement dans les paradigmes structurels, on comprend bien qu'avec tout ce qui vient d'être dit et avec ce que nous connaissons des nécessités en faveur de la promotion de santé mentale, donc de l'action intersectorielle, de l'action ancrée dans les communautés, de développement des communautés, on comprend qu'il y a certains remaniements qui doivent être faits au niveau des structures, des processus et des compétences de la main-d'œuvre. Je ne vais pas m'attarder parce que je vois le temps qui file, mais on voit la nécessité de structures qui soient plus inclusives, plus partenariales, plus collaboratives, de processus plus participatifs, de coproduction et d'une main-d'œuvre qui soit réellement habilitée autant en matière de littératie en santé mentale et mieux-être mental qu'en matière de compétences culturelles et de sécurité culturelle, qu'en matière de travail avec les communautés. Donc, nous en arrivons au rôle d'intégration. Ici, je voudrais simplement vous parler de 2 grandes avenues qui ont été nommées au forum.
Donc, bien sûr, on va parler de l'idée d'ajouter une lentille de promotion de santé mentale et mieux-être mental à la programmation. On va faire ça sur toutes les étapes de la mesure, de l'analyse situationnelle, de la planification. On va s'attarder au contenu et au processus. Mais avant d'en arriver là, il y a une étape précédente qui est fort importante, qui est l'idée de reconnaître ce qui est déjà fait et ce qui peut contribuer à une stratégie, à une perspective de promotion de santé mentale. Je reviens sur ce que je disais au début, il y a énormément de travail qui se fait déjà, qui peut ne pas être nommé comme de la promotion de santé mentale, mais qui existe. Alors, il y a tout un travail de repérage, d'identification qu'il est bon de faire pour arriver à nommer, à reconnaître ce qui est déjà existant. Donc, les activités certainement existantes, par exemple, de soutien aux habiletés parentales, d'actions dans les écoles, de développement des communautés, sont des actions qui sont déjà existantes, qui pourront être repérées comme étant des actions de promotion de santé mentale. Mais bien sûr, il faudra veiller à ajouter une lentille, voir ce qui manque, voir ce qui nécessite d'être peaufiné, d'être amélioré. Et les collègues de Sudbury, tantôt, présenteront leur démarche qui va exactement dans ce sens. Je voudrais simplement vous donner un genre d'aide-mémoire, sans passer par l'ensemble de ce graphique en détail, pour vous dire que lorsque vous êtes en train de regarder, d'analyser la démarche, une fois que vous avez repéré les choses qui se font déjà, il est bon de considérer d'abord au niveau de l'analyse situationnelle et de la mesure, avez-vous des indicateurs de santé mentale positive, de mieux-être mental qui seraient élaborés avec les communautés autochtones, de bien-être communautaire? Y a-t-il une observation des facteurs de protection et de risque dans la communauté et de leur distribution? Les initiatives qui sont présentes, le sont-elles dans une perspective socio-écologique? Il peut y avoir des interventions qui soient individuelles, mais sont-elles soutenues dans une perspective d'environnement favorable et de politique publique favorable? Et surtout, dans une démarche de développement des communautés et de participation, telle que le propose la Charte d'Ottawa. Y a-t-il une attention particulière accordée aux interactions sociales? L'attention est-elle accordée sur l'ensemble de la trajectoire de vie? Parfois, on va faire davantage attention à la petite enfance qu'au reste de la trajectoire. Et a-t-on une perspective holistique? Et finalement, le regard est-il porté pour orienter l'action en matière de l'espoir, de l'appartenance, du sens et du but? Je vais passer au-delà de ça pour simplement, je ne discuterai pas de ce volet-là aujourd'hui. Je vais conclure simplement en vous présentant cette diapositive de conclusion. Donc, je vous rappelle que les rôles bâtissent sur du connu. Je vous rappelle que les compétences qui vont être nécessaires à développer au niveau de la main-d'œuvre de santé publique reposent largement sur des compétences existantes, sur une grande base de compétences en promotion de la santé, nécessite également un développement de compétences en termes de sécurité et de compétences culturelles, auxquelles on va ajouter des connaissances en littératie, en promotion de santé mentale et mieux-être mental. Et comme on l'a vu, il y a certains ajustements au niveau des structures plus inclusives, des structures qui partagent le pouvoir, des structures de collaboration, des structures qui soutiennent le travail en amont des communautés. Pas en amont, je veux dire en bottom-up, je cherche le mot en français, des communautés et en développement de communautés. Je ne sais pas si c'est passé quelque chose. Okay. Et finalement, des modifications au niveau des recherches et sciences, dans la mesure qu'on est dans de la coproduction, dans de la recherche participative nécessaire pour ce type d'approche également, et surtout dans une perspective où on met en évidence et on mobilise une variété de savoirs pluriels et dans une perspective horizontale. Et donc, c'est à peu près ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je conclue là-dessus. Merci. Je vais répondre à quelques questions, peut-être une ou deux. Ou bien je vous proposerai, s'il n'y en a pas tout de suite, de poursuivre. Je vous encouragerai à commencer à identifier des commentaires ou des questions si vous le souhaitez. Et on les reprendra tous en même temps à la toute fin. Et peut-être que certaines choses vont se recouper avec la présentation qui suit de toute façon. Donc je vous remercie et c'est avec grand plaisir que je passe les ressources que je vous propose, que vous pourrez regarder à tête reposée. Il me fait grand plaisir de pouvoir accueillir encore une fois Shana Calix, qui est gestionnaire en santé mentale et toxicomanie, Penny Sutcliffe, qui est médecin hygiéniste directrice générale de santé publique Sudbury District,
pour qu'ils partagent avec nous le processus par lequel ils ont intégré une perspective de santé mentale des populations à leur programmation. Denis, il faudrait appuyer sur dièse 6 pour qu'on puisse vous entendre. Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, on vous entend, merci. Ah, ben, c'est bien, merci. Alors, moi, c'est Tony, puis je suis avec ma collègue Shana, comme présentée. Merci beaucoup, Pascal, et aux organisateurs pour l'opportunité aujourd'hui. Alors, nous sommes très heureuses vraiment de vous communiquer certains commentaires tirés d'une perspective sur la pratique de la santé publique locale. On profitera de cette occasion pour décrire notre cheminement pour tracer systématiquement la voie au rôle de la santé publique locale dans le secteur de la santé mentale. Nous espérons bien sûr que notre cheminement et notre destination jusqu'à présent vous sont utiles alors que vous tracez votre propre voie, peu importe où vous vous trouvez actuellement dans votre cheminement. Puis on espère aussi d'apprendre des participants à mesure que nous continuons de miser sur l'expérience des autres. À la prochaine diapo, il y avait une carte là-dedans, mais je pense que le graphique a disparu. Mais vraiment juste pour commencer à propos de notre milieu de pratique de santé publique locale. Nous faisons partie du système officiel de santé publique de l'Ontario, l'un des 35 conseils de santé locaux dans la province. Nous sommes régis par un conseil de santé autonome composé des conseillers municipaux et de personnes nommées par les gouvernements municipaux et provinciaux. À Sudbury District, notre zone de service couvre autant des secteurs urbains que ruraux. La ville de Sudbury se trouve à environ 4 heures de route de Toronto, 5 heures de notre bureau à Chapleau, au nord de l'Ontario, ou environ 7 à 8 heures de Montréal. Tous les conseils de santé de l'Ontario sont responsables d'une vaste gamme de programmes et de services de santé publique. Ils incluent le contrôle des maladies infectieuses, la protection de la santé environnementale, la prévention des maladies chroniques et la promotion de la santé. Et, plus récemment, nous sommes responsables de la promotion de la santé mentale et la prévention des maladies mentales, allant jusqu'au dépistage précoce et aux recommandations, ce qui nous amène aujourd'hui. Alors, en Ontario, il faut dire que la santé publique, comme Pascal aussi a décrit, travaille depuis très longtemps à appuyer la santé mentale, malgré l'absence d'un mandat officiel. 2 sondages ont été menés en 2013 et 2015, dirigés par CAMH, en partenariat avec le ministère de la Santé de l'Ontario, Santé publique Ontario et Toronto Public Health. Les rapports qui en découlent décrivent le travail considérable, les investissements et les enjeux des conseils de santé locaux pour promouvoir la santé mentale chez les enfants, les jeunes et les adultes. Comme je l'ai mentionné, ce travail a été accompli sans mandat officiel et ce, jusqu'à la publication des normes de santé publique de l'Ontario de 2018, qui inclut les exigences particulières entourant le travail que doivent entreprendre les conseils de santé dans le domaine de la santé mentale. Alors, localement, nous voulions profiter de cette occasion vraiment pour examiner de près ce que nous faisions déjà, ce que nous pourrions peaufiner ou exploiter pour faire mieux, et les nouveautés que nous pourrions apporter, le tout pour appuyer la santé mentale. Et en fin de compte, cela nous donne le cadre d'action qu'on décrit aujourd'hui. Alors, le cadre d'action en matière de santé mentale de la population de santé publique Sudbury District est le fruit vraiment d'une réflexion et d'un examen systématique de la signification de ce nouveau mandat officiel pour l'action de la santé publique de notre organisme afin de soutenir la santé mentale. Le cadre se fonde sur les lignes directrices concernant la promotion de la santé mentale, des normes de santé publique de l'Ontario. Plus important, il est axé sur l'action et fournit une feuille de route pour les interventions. C'est évident, bien sûr, pour les participants de ce webinaire, mais notre cadre rappelle à l'évidence que sans santé mentale, il ne peut y avoir de santé. Nous croyons que cela n'est peut-être pas si évident à tous nos publics ou même à notre personnel. Nous voulions élaborer un document qui éclaircirait ce point.
Nous avons également utilisé de manière très intentionnelle le terme santé publique et santé mentale de la population, ou en anglais Public Mental Health. Alors, comme vous avez entendu, nous trébuchons un peu sur ce terme, et ce qui est probablement une bonne chose, car il nous garde conscients du travail que nous faisons et du message que nous voulons transmettre. Alors, il existe 3 raisons pour lesquelles nous utilisons de manière ciblée le terme santé mentale de la population ou Public Mental Health. D'abord, il dit explicitement que notre travail en santé publique doit appuyer la santé mentale en plus de la santé physique. Deuxièmement, comme définit le Public Health England, la santé mentale de la population est un terme général qui inclut la promotion de la santé mentale, la prévention de la maladie mentale et du suicide et l'amélioration des vies de tous. Il comprend beaucoup plus que l'accès aux services de soins de santé. Finalement, le travail en santé publique pour appuyer la santé mentale touche tous les programmes et toutes les disciplines des milieux locaux de la santé publique. On voulait vraiment que chacun comprenne qu'il y a un rôle à jouer. Les infirmières, les inspectrices, les nutritionnistes, les épidémiologistes, les promoteurs de la santé et plus. Créer un cadre d'action nous a également permis d'évaluer systématiquement ce que nous faisions actuellement, ce que nous pourrions améliorer et ce que nous pourrions faire de nouveau. Bon nombre de personnes ont observé que la santé mentale de la population n'est pas fondamentalement différente ou distincte de la santé publique en général. Il fallait vraiment voir la vérité en face. Est-ce que ce travail consiste seulement à renommer, à remballer ce que nous faisions déjà, ou y a-t-il des aspects à améliorer et de nouvelles interventions? Alors, on s'est dit oui à toutes les possibilités. Les directives du ministère de la Santé de l'Ontario décrivent 3 rôles pour la santé publique locale. On reconnaît le plus grand rendement pour nos investissements en termes de personnes touchées, un travail de promotion en amont, mais on reconnaît aussi que la santé publique joue un rôle dans la prévention et le dépistage précoce. Le cadre d'action en matière de santé mentale de la population inclut les normes fondamentales de la pratique de santé publique, comme mentionné Pascal, notamment l'évaluation, l'équité en santé et les pratiques efficaces. De plus, il traite de la façon dont la programmation locale de la santé publique peut intégrer les stratégies de santé mentale qui reposent sur les évaluations situationnelles et l'utilisation de l'approche de l'universalisme proportionné. Lorsqu'elles sont intégrées dans les programmes, les approches de promotion de la santé mentale doivent tenir compte des points notés par l'Astérix sur le diapo, notamment promotion, déterminants sociaux, facteurs de risque et facteurs de protection, de stigmatisation, sensibilisation au traumatisme, l'accent sur les forces et les liens avec les populations prioritaires. Le cadre envisage les parcours de vie ainsi que la mise en œuvre des interventions dans l'ensemble de la population axée de la communauté, particulièrement en ce qui a trait aux questions multisectorielles. Finalement, notre engagement et notre collaboration continue avec de multiples secteurs sont essentiels à notre vaste approche de santé mentale de la population. Notre cadre est explicite dans ces engagements que nous prenons envers ce travail. Il articule 5 engagements qui doivent appuyer ce que nous faisons et la façon dont nous faisons notre travail. Alors, la santé mentale pour tous, c'est vraiment être engagé envers le modèle de 2 continuums, alors peu importe les diagnostics de maladie mentale. Le cadre est axé sur les déterminants sociaux de la santé mentale. Il inclut l'inclusion sociale, la protection contre la discrimination et la violence, l'accès aux ressources économiques. On est engagé à faire la lumière sur la stigmatisation et la discrimination. Nous engageons à privilégier les voix des personnes ayant vécu des expériences qui incluent leur famille et leurs soignants. Et finalement, on est engagé à éclairer notre pratique de santé mentale de la population avec l'aspiration de susciter l'espoir, l'habilitation et la résilience chez les personnes et les communautés.
Alors, voici une illustration visuelle du cadre final qui se fonde sur les lignes directrices et les normes de santé publique de l'Ontario. Il est axé sur l'action et il fournit la feuille de route pour les interventions. Il articule notre engagement sur les concepts et les investissements dans le but d'améliorer les chances pour tous en matière de santé mentale dans la zone de service de santé publique Sudbury et Districts. Alors maintenant, je passe la parole à ma collègue Shana Kovacs qui partagera des réflexions plus concrètes en ce qui concerne l'action locale. Merci, Shana. Merci beaucoup, Penny. Moi, je vais me faire plus proche du haut-parleur. OK, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la pratique des professionnels de la santé publique locaux? Le cadre d'action en matière de santé mentale fournit une feuille de route pour les actions en santé mentale de la population en fonction de ce que nous faisons actuellement. Il nous aide à identifier systématiquement la façon dont nous pourrions faire les choses différemment et ou très différemment. Le tout avec comme objectif de tirer parti des actions en santé publique pour des résultats positifs sur la santé mentale. La feuille de route pour les actions en santé publique ou les interventions est organisée en 3 normes fondamentales et en 4 approches requises pour les normes des programmes. Cela donne 18 secteurs d'intervention. Cette diapo est le résumé de l'ensemble des 18 secteurs. Les actions précises, les plans de travail et les investissements connexes feront l'objet de plans de travail plus détaillés. Chaque secteur d'intervention comprend un résumé, la description du résultat, des indicateurs et une catégorisation, à savoir si l'occasion représente le renforcement de notre travail actuel, le recadrement ou la réorientation de notre travail ou de nouveaux travaux sur la santé mentale. 2 exemples suivent. 2 sont fondés sur les normes fondamentales et 2 sur les approches requises pour les programmes. Par exemple, voici l'extrait du secteur d'intervention, normes fondamentales, pratiques de santé publique efficaces. Les connaissances de la santé mentale des praticiens et de la santé publique. Nous appuierons les divers mécanismes pour accroître chez le personnel de la santé publique une optique de la pratique axée sur les 4 éléments des connaissances de la santé mentale, notamment comprendre comment obtenir et conserver une santé mentale positive, comprendre les problèmes de santé mentale et les formes de traitement, diminuer la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale et améliorer l'efficacité de la recherche d'aide. Prochaine diapo parle d'une autre norme fondamentale, rapport ciblé sur les déterminants sociaux de la santé. Nous utiliserons les données de surveillance et l'analyse de la santé mentale et des déterminants sociaux qui seront communiqués publiquement aux personnes concernées. Nos résultats vont faire ressortir les liens entre les déterminants sociaux et la santé mentale dans nos rapports, contribuera à la planification, à la prestation et la gestion des programmes de santé publique qui améliorent les chances en matière de santé mentale. Voici un exemple parmi nos programmes. Repérer et mettre en œuvre les initiatives en santé mentale de la population qui aborderont les leviers en santé publique pertinents pour les déterminants sociaux de la santé mentale. Nous nous concentrons sur la sensibilisation aux déterminants sociaux de la santé mentale auprès des divers intervenants, notamment auprès des décideurs politiques. Les déterminants sociaux de la santé mentale, notamment l'inclusion sociale et l'accès aux ressources économiques, seront envisagés par les décideurs politiques au moment de prendre des décisions. Puis la prochaine diapo, c'est envisager des dépistages dans les communautés scolaires et chez les soignants, les familles. Nous nous pencherons sur les dépistages qui mettent l'accent sur toutes les communautés scolaires et celles des soignants pour favoriser une communauté plus résiliente et prospère. Des interventions globales concernant la promotion de la santé mentale, de prévention et du dépistage précoce aiguillage ont été mis en œuvre dans la communauté scolaire et ils ont été offerts également aux soignants. C'est un des indicateurs qu'on va voir. Et puis, maintenant, on parle du leadership.
C'est l'importance d'avoir notre conseil de santé pour ouvrir la voie, pour guider notre travail. Et puis après, le leadership central, puisque je gère le cadre d'action, tu vois la toile en bas, je suis présentement l'araignée au centre, qui a la tâche de collaborer avec notre équipe pour tisser la toile qui va structurer nos efforts et nos travaux futurs. Par rapport à communiquer le sentiment d'appartenance et par rapport à s'approprier le mandat, nous devons nous responsabiliser puisque nous sommes redevables auprès du ministère, nos communautés, mais aussi envers nous-mêmes en tant qu'agence de santé publique. Il est important d'avoir des objectifs clairs et définis afin de maintenir cette responsabilisation. Et en finançant les ressources, nous devons investir nos ressources telles qu'humaines et financières et voir ce que nous avons la capacité d'entreprendre. Nous devons investir à former nos employés et nos équipes et reconnaître et renforcer le travail qui est en cours. Alors, merci beaucoup. Une autre chose. Alors que nous faisons avancer notre système de santé publique et que nous intégrons vraiment la santé mentale de la population dans l'ensemble de l'étendue de la pratique, nous exigeons des approches de travail explicites, ambitieuses et même radicalement différentes. Alors, si vous avez des autres questions, pour obtenir une copie du cadre d'action en matière de santé mentale de la population, tu peux visiter nous, notre site web là, qui est mentionné au diapo. Merci beaucoup. Alors, merci à Pascal. Ah, pardon. J'étais en train de vous dire merci, mais j'étais mutée, donc j'étais sans voix. Donc, je remercie beaucoup Shaina et Penny pour cette présentation qui nous permet de voir réellement dans la pratique comment se manifeste un processus d'intégration de santé mentale. Je regarde s'il y a des questions pour l'instant. Je n'en vois pas encore. Je pense qu'il est très intéressant de voir les ondes de convergence. Vous avez parlé de l'importance d'une structure de reddition de comptes. Vous avez parlé de l'importance du rôle de leadership de l'araignée au milieu de la toile. Et je crois que c'est un point excessivement important dans le rôle de la santé publique qui agit en tant que facilitateur, en tant que mobilisateur de cette action qui est clairement multisectorielle, qui est clairement ancrée dans les communautés. Et donc, l'image est très intéressante. Vous avez parlé aussi du mandat que vous avez obtenu en Ontario. Et c'est un point important que j'ai omis de mentionner. Mais dans les changements de structure dont nous parlions, un élément fort qui était amené au forum, c'était justement de la possibilité d'obtenir ce mandat et cette légitimité d'action. En Ontario, la promotion de santé mentale est entrée dans les standards de la santé publique et ça vient réellement légitimer et soutenir l'action, bien qu'il y ait, comme l'a dit Penny, beaucoup de choses qui étaient déjà faites auparavant et qu'il y a quand même énormément de choses qui se font partout. Ce mandat, ce soutien vient légitimer, favoriser la présence de ressources et, comme l'ont dit les partenaires de Sudbury, offrir également la possibilité de créer des structures de révision qui sont essentielles pour ce travail. Je regarde s'il y a d'autres questions. Shaina, Penny, avez-vous quelques commentaires supplémentaires à faire par rapport à vos conclusions proposées qui étaient très intéressantes? C'est Penny ici. Merci beaucoup, Pascal. La seule chose que moi je dirais, c'est vraiment pour renforcer ce que Shaina a dit. C'est que ça va prendre toute notre équipe. Alors, on a besoin d'un leader de l'araignée au centre, mais il va falloir qu'on travaille tous ensemble et aussi qu'on crée des attentes dans notre communauté, dans d'autres agences, dans le public. Il y a des attentes qu'on travaille dans le domaine de santé publique explicitement et puis qu'on est capable de répondre aux besoins de notre communauté. Ça va prendre, oui, le travail de gestionnaire de Shaina, mais et à travers de tous nos autres programmes, que ce soit vraiment normalisé dans notre approche de travail, comme on a fait avec l'équité en santé, en fait.
Oui, effectivement, merci beaucoup, Tani. Il y a une question qui est posée, j'imagine que c'est orienté vers l'application dans la pratique. Est-ce que la notion de service de santé publique dans les 2 langues officielles est une préoccupation? Si par préoccupation, on veut dire que est-ce que c'est quelque chose qu'on s'occupe de ça, puis on essaie de faire notre mieux. Certainement, on n'est pas bilingue comme service de santé publique localement, mais on essaie d'offrir nos services autant que possible en français puis en anglais. Puis on travaille beaucoup au milieu scolaire. Et puis on a beaucoup de conseils d'école qui sont français, qui sont francophones. Alors, absolument. Puis notre document est disponible en français puis en anglais. Notre site web est bilingue. Et aussi, il y a des aspects non seulement linguistiques, mais aussi culturels. Puis on essaie de faire notre mieux de capable d'être sensibilisé à ça aussi. On a maintenant l'offre active qu'on offre à tout le monde. Puis les personnes qui peuvent parler en français, ils ont dit bonjour ou offrent des services en français. Alors, c'est tellement important pour nous parce qu'on est une communauté bilingue. Alors, c'est important que les personnes sachent qu'ils peuvent avoir des services en français et puis qu'ils peuvent voir pour voir qu'on essaie de donner des ressources aussi. Merci Shaina. Nous avons une question. Donc, présentement en santé mentale, pour la santé publique, le financement n'arrive que pour la prévention du suicide. Cela limite les actions de prévention universelle en matière de santé mentale. Oui, effectivement, je crois que il y a un lien à faire avec la prochaine question. Je vais la lire tout de suite, puis on pourra répondre aux deux. En fait, la question qui suit d'Akinga Guyon, je reviendrai à celle de Fabiola dans 2 minutes. Donc, est-ce que vous pouvez entrevoir que certains programmes spécifiques, soit de santé publique en promotion de santé mentale, deviennent la norme pour les organisations de santé publique, exemple, promotion de santé mentale dans les écoles, etc. Je vais donner quelques éléments, puis je passerai la parole également à Shaina et Penny. Effectivement, pour l'instant, au Québec, il y a le soutien est placé en prévention du suicide, à travers lequel on peut agir en promotion de santé mentale, c'est-à-dire que les interventions de promotion de santé mentale se recoupent énormément au niveau de la prévention du suicide. Je voudrais ajouter également qu'au niveau du programme national de santé publique, la santé mentale se situe partout en filigrane, c'est-à-dire que le programme présente une perspective qui est holistique, qui vise la santé de façon holistique, et il y a des possibilités ou de la place pour justement refaire cet exercice de repérage, comme le suggérait l'équipe de Sudbury, comme le suggéraient les acteurs au forum, de voir ce qui se fait déjà en matière de promotion de santé mentale, qui n'est pas appelé ainsi forcément, mais qui en est. Ça rejoint le commentaire d'Akinga Guyon, l'idée que certaines choses se font. Les interventions dans les écoles sont déjà existantes dans bien des cas. Elles peuvent ne pas être nécessairement des interventions dans la perspective complète de la Charte d'Ottawa, comme on les a décrites tantôt, des interventions globales, des interventions soutenues par l'ensemble des politiques, quoique les approches globales dans les écoles sont quand même assez présentes. Je vais arrêter là pour l'instant pour cette question-là. Je reviendrai à celle de Fabiola dans 2 secondes, mais je voudrais laisser Shaina et Penny répondre éventuellement si elles ont des commentaires à ajouter. Je pourrais essayer de commencer, peut-être Shaina a des choses aussi à contribuer. Merci à Kingabe. On a réfléchi un peu, puis on pense que la programmation, ce qu'on a dans les écoles qui appuie la résilience chez les jeunes, c'est vraiment ciblé sur la santé mentale et la prévention des maladies mentales. Les travaux qu'on fait dans le parenting, alors tout ce qui appuie les familles et tout, le travail qu'on fait dans la stigmatisation et les dépendances, certainement. Je crois qu'aussi on a un rôle à jouer qui est vraiment en Ontario, en fait, peut-être ailleurs, qui est important, et ça c'est de capable de organiser, collaborer avec d'autres organismes. Alors, d'autres agences localement qui peut-être ne seront pas
ensemble autrement, comme je parle des multisectoriels, comme l'éducation, la ville, la municipalité, les acteurs dans le service de soins, de santé, pour être capable de voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent qu'on ne peut pas faire soi-même, mais qu'ensemble, on pourrait peut-être avoir une différence dans la vie des citoyens de notre communauté. Et je dirais aussi que même notre conseil de santé publique, qui même eux-mêmes à dire, juste le fait de dire qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale, et on travaille sur la santé mentale autant que sur la santé physique, que ça aide aussi avec la stigmatisation. Puis c'est important que les leaders dans notre communauté disent ça explicitement. Shana, c'est d'autres choses? Oui, aussi, et moi je veux dire oui avec ce que Penny aussi dit, mais aussi d'introduire nos partenariats, partenaires qu'on a un rôle dans la promotion et la prévention. Moi, j'étais au travail dans la santé mentale en 10 ans, puis je ne savais pas de la promotion et de la prévention. Alors, pour nos collègues et aux autres organismes, c'est important qu'ils sachent qu'on a beaucoup à ajouter à cette discussion parce qu'il y a beaucoup de travail à faire plus upstream, je veux dire en anglais, parce que tous nos efforts sont concentrés au service en première ligne, oui. Alors, c'est important que nous introduisons ou on dirige ce travail en promotion. Merci beaucoup, Shana et Penny, pour ces précisions. Effectivement, je pense que ce sont des points très importants, toute cette idée du travail indispensable pour mobiliser l'action, justement, et amener la perspective de la santé mentale positive et de la nécessité de la promouvoir pour l'ensemble de la population comme étant un levier indispensable pour améliorer la santé mentale de tous, y inclut les individus, les personnes vivant avec des troubles mentaux, et sachant que l'ensemble de ces leviers se trouvent auprès des divers partenaires de la santé publique, il y a un énorme travail d'influence qui est quand même nécessaire à réaliser. Je reviens à la question de Fabiola Franco. Donc, les déterminants de la santé, comme l'espoir, le sentiment d'appartenance, le sens et le but, semblent être importants. Est-ce que les indicateurs sont en train de développer déjà ou cela se trouve dans les objectifs futurs? Je répondrai à ça en 2 temps. Jusqu'ici, plusieurs unités de santé publique, comme vous avez vu dans le cas de ce qui est présenté à Sudbury, et aussi je laisserai la parole aux collègues de Sudbury pour revenir à ça, ont utilisé les indicateurs proposés par les Australiens que j'avais présentés dans cette diapositive. Donc, les 3 indicateurs d'inclusion sociale, de participation, d'accès aux ressources économiques, je crois bien, et ont développé leur orientation en fonction de cela. Et comme je le mentionnais également, l'ensemble de ces travaux, que ce soit ceux des Anglais, des Américains, des Australiens, ou que ce soit ceux présentés par le cadre du mieux-être mental, du continuum, le continuum du mieux-être mental des Premières Nations, nous rappellent les éléments fondamentaux. Donc je vous dirais que d'une part, ce qui a été utilisé jusqu'à maintenant de façon plus précise, et je pense que l'équipe de Sudbury pourra vous expliquer comment ils utilisent le travail des Australiens de façon pragmatique, de façon précise. Pour ce qui est de répondre à la question sur l'utilisation spécifique du cadre, de l'espoir, du sentiment d'appartenance, du sens et du but, le document du continuum du mieux-être mental des Premières Nations est un document excessivement riche, qui démontre comment il est possible de créer l'espoir, comment il est possible de créer le sentiment d'appartenance, le sens et le but auprès des communautés autochtones. Et il y a un énorme travail d'apprentissage, de réflexion à faire pour la santé publique, de voir comment lier son travail dans la perspective de pouvoir soutenir ces aspects et de pouvoir aussi les soutenir dans une perspective d'enracinement dans les cultures des différentes communautés avec lesquelles elle interagit. Voilà pour ce que je voulais répondre par rapport à ça. Shana, Penny, est-ce que vous avez une perspective plus précise par rapport à la façon dont vous utilisez le cadre de Kelleher et Armstrong sur l'inclusion sociale, l'accès aux ressources dans votre travail? En fait, pour répondre brièvement, on est vraiment au tout début de ce travail, je dirais. So, oui, c'est à venir et vraiment quelque chose qu'on veut cibler, mais on commence justement.
D'accord, merci. Juste pour vous, enfin, c'est peut-être moins pertinent dans le contexte ici, mais nous allons avoir un événement aussi où nous allons avoir la chance de pouvoir discuter à Toronto avec les partenaires des Premières Nations qui utilisent le cadre, où il y aura des échanges justement sur la manière dont la santé publique peut être en apprentissage vis-à-vis de ces perspectives-là. Donc, nous aurons un début de réflexion et de travail et de dialogue qui est entamé. Mais pour l'instant, comme le dit Penny, nous n'y sommes pas, mais l'orientation essentielle est vraiment l'idée de concevoir que le travail en santé mentale est un travail qui permet de développer des initiatives et surtout des mécanismes, des processus qui permettent de créer ce genre de perspectives et de ressources pour les individus et pour les communautés. Je vais aller à la question d'André Gilbert. Donc, le dépistage précoce des maladies mentales exige la présence d'un accès aux services. Avez-vous des leviers pour vous assurer que l'accès aux services est optimal dans votre communauté? Je vais répondre d'une perspective théorique et laisser la parole à mes collègues de Sudbury. Donc, simplement pour vous dire qu'un des grands pans d'action de ce domaine nécessite de briser les silos, entre la santé publique et les partenaires de santé mentale. C'est un des éléments fondamentaux de cette action, de les briser autant sur le terrain que dans la collaboration, dans une perspective justement de pouvoir orienter les individus vers les meilleures ressources, de pouvoir connaître les acteurs sur le terrain qui permettent cette prise en charge et cette prise en compte plus holistique et intégrée. Mais je vais laisser les partenaires de Sudbury aussi répondre à cette question de façon plus précise dans leur contexte. Ben là, il faut dire que c'est une excellente question auquel j'aimerais bien dire oui, on a beaucoup de leviers pour assurer ça, mais ce n'est pas le cas. Il y a une pénurie de services certainement dans les régions plus rurales, c'est certain. Puis c'est ça ce qu'on essaie de faire, de mettre tous les acteurs ensemble pour bien comprendre quels sont les fausses, les gaps, puis comment est-ce qu'on pourrait les combler ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais c'est une bonne question auquel j'ai vraiment pas une bonne réponse malheureusement, que l'accès aux services est une grande lacune. Et le travail upstream, comme Shane a dit, il faut aussi faire parce que si on fait ça en santé publique, il n'y a personne qui va le faire. Okay? Merci Penny. Nous avons une question. Donc, bonsoir, la promotion de la santé mentale est-elle applicable dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement? Travaillez-vous avec des organisations de pays en développement? Nous ne travaillons pas dans ce contexte, mais il y a une littérature, je pourrais partager avec vous après le webinaire sur des initiatives de promotion de santé mentale en pays en développement. Et certainement, la préoccupation pour l'intégration de la santé mentale en santé publique ou une préoccupation pour la promotion de santé mentale est applicable dans tous les contextes. Où les leviers d'action vraiment passent par des politiques publiques qui sont favorables à la santé mentale, par la création d'environnements sur l'ensemble de la trajectoire de vie, donc à travers les écoles, à travers les maisons, les environnements de la petite enfance, des milieux de travail, dans les communautés qui soient favorables à la santé mentale, et par des interventions de soutien aux individus. Donc ce sont des interventions qui sont propres à différents contextes, mais qui doivent être adaptées à ces différents contextes. Et il existe une littérature qui relève quelques documents qui identifient des actions qui ont été menées en pays en développement. Donc je pourrais vous partager cela avec vous. Vous pouvez rentrer en communiquer avec moi à l'adresse qui sera donnée à la fin de la diapo et il me fera plaisir de vous envoyer ces documents. Nous avons terminé, en fait, nous avons dépassé le temps. Il est 3h04. Donc nous allons terminer ici. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Je voudrais
sincèrement remercier Penny, Sutcliffe et Shana Calix d'avoir été avec nous. Merci beaucoup parce que les intégrations dans les pratiques sont les exemples qui sont absolument indispensables et nécessaires pour faciliter cette action et en matière de création de communautés de pratique entre les différents acteurs de santé publique. Donc, voir comment les choses se réalisent dans l'action est indispensable. Merci énormément et merci à tous d'avoir été présents. Au revoir. Vous aurez les diapos sur les sites qui sont encore là. Merci.